Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Aujourd'hui, à nouveau, je me retrouve dans mon 06 fétiche pour vous présenter une véritable capsule temporelle. Je suis très content puisque c'est la première fois qu'on va parler enfin de la Peugeot 206 sur la chaîne. Et pourtant, vous savez que c'est la voiture française la plus produite de tous les temps. Et parce que je ne fais rien comme tout le monde, et puis surtout parce que j'en ai eu l'occasion, je commence aujourd'hui par la déclinaison coupé cabriolet de la 206, la CC. Une voiture qui est assez importante dans l'histoire de Peugeot et qui est très importante dans l'histoire des segments des carrosseries automobiles des années 2000. Vous allez le voir, on va en parler, mais celle-ci a eu un excellent succès. Mais surtout, bien sûr, c'est avant tout, vous pouvez le voir à sa plaque jaune, une authentique auto absolue. Et peut-être, si je dis pas de bêtises, la voiture la moins kilométrée, surtout par rapport à son âge, que je vous présente sur la chaîne, puisque cette 206 cc affiche seulement 18 000 km au compteur. Oui, vous avez bien entendu, 18 000 km. C'est une première main, elle a une histoire très sympa, et je vais vous raconter ça en détail aujourd'hui. Et pour cette vidéo, je tiens à adresser un grand merci à Philippe de Sud Auto Profil, qui m'accueille aujourd'hui et qui me met à disposition sa 206 cc. Alors je vous parle, elle est déjà vendue, mais vous pouvez aller jeter un coup d'œil à sa société, il vend d'autres véhicules. Je vous mets toutes les informations dans la description, encore un grand merci à lui. Ça sent encore le neuf dans cette voiture, c'est dingue. Bon bref, avant que je vous raconte l'histoire de cet exemplaire, parlons un petit peu de la Peugeot 206 et surtout de la Peugeot 206 CC. La voiture est née en 1998 d'un concept car, mais ce qui est intéressant avec la 206 CC, c'est que c'est pas Peugeot qui l'a créée au départ. En fait, c'est le carrossier français Heuliez qui avait un concept de toit découvrable et repliable électriquement dans le coffre qui s'appelait Retractop. Et à la fin des années 90, ils ont fait un petit peu le tour des constructeurs pour le proposer tout simplement au développement sur un modèle. Et c'est Peugeot qui va retenir l'idée. Je ne sais pas si c'est parce que dans les années 30, Peugeot avait sorti sa 402 Eclipse avec déjà un toit qui allait dans le coffre. Donc peut-être qu'ils ont senti le filon pour pouvoir faire un lien nostalgique avec cette voiture. Mais en tout cas, c'est Peugeot qui lance donc en 1998 au Salon de Genève le concept plein cœur qui est en fait une 206 cc avec donc son toit rétractop qui va dans le coffre, qui ressemble très fortement à la CC de série et qui est annoncé en même temps que la 206 berline. Ce concept car, il est très joliment dessiné, il étire légèrement les lignes de la 206 et il va en fait séduire le public. J'ai lu sur le site Génération 206 qui a consacré un superbe article au sujet que ce serait un petit peu grâce à l'engouement du public que Peugeot se sont décidés à lancer la CC. Et ils ont bien fait. C'est 2 ans plus tard que la 206 cc de série est lancée, en 2000. Et à cette époque, il faut dire que c'est pas la première coupé cabriolet qui est disponible sur le marché, puisque c'est un petit peu la Mercedes SLK de 1996 à qui on doit ce renouveau de ce type de carrosserie qui avait déjà existé, donc on l'a dit, sur la 402 Eclipse, mais aussi sur pas mal de voitures américaines des années 50, avec leur gigantesque toit qui allait dans leur gigantesque coffre. Là où Peugeot sont très forts, c'est qu'ils vont permettre de démocratiser cette technologie, cette forme de carrosserie, puisque la 206 cc sera vendue moitié moins cher que la SLK. En fait, c'est là où ils sont positionnés un petit peu seuls sur leur segment, en tout cas au moment où la voiture sort, et du coup, la voiture connaît instantanément un très grand succès. Elle est fabriquée sur une ligne de production à part, donc des caisses de 206 sont prélevées, partent sur une autre ligne de production, là où Heuliez va installer son système, et où en fait toute la partie carrosserie arrière, qui est, parce que la CC est bien sûr plus longue qu'une 206 de série, la carrosserie arrière, coffre et l'ensemble avec le toit vont être greffés à la voiture, puis ensuite elles reviennent sur les lignes de production de la 206 normale pour avoir tous les éléments communs avec la berline, puisqu'il y en a beaucoup, toute la face avant, les trains roulants, les moteurs, l'intérieur bien entendu, tout ça c'est la même chose que la 206 et c'est ce qui a permis de garder des prix plutôt bas puisque à part ce système de toit et son arrière spécifique, c'est la même voiture, c'est la même plateforme. En revanche la CC, elle reçoit également des renforts puisque qui dit cabriolet dit besoin de rigidité. On a pas mal de renforts en fait, notamment ici dans la partie toit et dans la partie châssis, sachant aussi que la CC, et à l'époque c'était encore pas la norme dans les cabriolets, elle n'a pas d'arceau. On a plutôt, je vous montrerai tout à l'heure, 2 mini arceaux au-dessus des places arrière mais qui sont très jolis. Du fait de ses tarifs plutôt bas, de son équipement plutôt généreux puisque ce sont les 206 haut de gamme qui lui servent de base, on n'a que le moteur 110 chevaux 1,6 litre et le moteur 2 litres 138 chevaux. Également plus tard le 1,6 litre HDI, combiné à un prix qui reste raisonnable, un design il faut le dire qui est plutôt craquant. Eh bien la 206 cc ça sera un énorme succès pour Peugeot, en tout cas dans cette catégorie, puisqu'elle va se vendre à 370 000 exemplaires.
C'est assez énorme. En 7 ans de carrière, elle se termine en 2007 et elle va donner naissance à une suite de coupés cabriolets chez Peugeot, la 307cc sur le segment supérieur, puis ensuite la 308cc et aussi la 207cc. Mais toutes ces voitures se vendront moins. C'est celle-ci, cette cc-là, la 206, qui va avoir le plus beau succès. Si on la regarde comme ça de face, bien sûr la 206cc est indétectable. Là, on a clairement la face avant totale d'une 206. 206 restylée au passage, puisque cet exemplaire est post-2003. Donc vous avez des phares avant qui sont un peu plus transparents, parfaitement transparents ici, mais on y reviendra pour le côté authentique. Une grille dans le pare-choc en nid d'abeille, vous le voyez ici, et la peinture intégrale qui était déjà disponible en phase 1 sur la finition Roland Garros et qui ici est présente également sur cette phase 2 Roland Garros. Par contre, dès que vous passez côté latéral, bien sûr, là la 206cc se métamorphose. Elle mesure 3,83 m, c'est un petit peu plus que la 206 de base. Je crois que c'est à peu près 15 à 20 cm de plus, mais c'est un design qui reste extrêmement équilibré. Alors si la berline est due à Gérard Velter, celle-ci est due à un designer turc et on peut franchement le féliciter pour son boulot parce qu'il a su transfigurer parfaitement la 206. Alors je sais qu'à l'époque, l'élément principal qui a été un peu décrié, c'est ce couvercle de malle avec des rainures comme ça, comme pour suggérer, je ne sais pas trop en fait. Et encore plus étrange, ces poignées ici, sachant que bien entendu, elles ne servent pas à ouvrir puisque ça s'ouvre dans l'autre sens pour le coffre ou alors automatiquement pour le toit. Ça avait divisé, mais aujourd'hui, moi je trouve que ça a très bien vieilli. De toute manière, la 206 en général a très bien vieilli. Nous avons ici une version Roland Garros, je vous l'ai dit. Donc à la base, c'était une série spéciale disponible uniquement en vert foncé. Et sur la phase 2, elle a intégré le catalogue dans la gamme normale et elle était venue disponible dans le magnifique gris cendré que vous voyez ici. Donc la Roland Garros se reconnaît à tous les éléments peints de la carrosserie. Bien entendu, le badge iconique. Et quand je filme ça, je ne peux pas m'empêcher de trouver ça triste qu'aujourd'hui ce soit passé chez Renault, parce que le partenariat Roland Garros et Peugeot c'est quand même mythique. Et celle-ci, vous voyez qu'elle est posée sur les superbes jantes 16 pouces Ouragan qu'on retrouvait sur les 406 Pack Sport 160 chevaux. Alors pourquoi ces jantes-là? Eh bien parce que sous le capot de cette cc, nous avons le moteur 2 litres 16 soupapes de 137 chevaux. C'est le moteur de la 206 S16. Et ça, ça permet de lui donner un joli petit caractère. Par contre, je vous arrête tout de suite, celle-ci est plutôt typée conduite coulée sur la Côte d'Azur, puisqu'elle est équipée d'une boîte automatique. En tout cas, c'est clair que sur ces jantes 16 pouces, la 206cc, elle est vraiment bien assise. Et moi, j'aime beaucoup le côté bombé de cette vitre arrière là. C'est vraiment ça qui signe la voiture aussi. Vraiment une réussite ce design, tout en gardant des éléments comme les feux arrière de 206. Et au passage, vous noterez aussi la canule d'échappement chromée, pareil, spécifique ici sur le moteur 2 litres. Et pour reconnaître la phase 2, un autre élément, eh bien c'est le lion qui est plus grand. Et je vous ai dit en introduction que c'était la voiture la moins kilométrée que j'avais filmée. C'est pas la capsule temporelle la plus incroyable étant donné qu'elle est relativement plus récente que certaines dans des états neufs comme je pense par exemple à la Super 5 Energy que j'avais filmée. Mais n'empêche, cette 206cc a 18 000 km d'origine. Vous pouvez le voir à des éléments comme par exemple les deux écopes signatures de la voiture sur le capot. Elles sont parfaitement noires. Les plastiques ici, elle n'est pas neuve pour autant. Il y a quelques légères petites rayures à droite à gauche. Mais ça en fait une voiture quand même qui a vécu. Donc cette voiture a été vendue neuve sur la Côte d'Azur à la concession Peugeot Azur qui n'existe plus aujourd'hui. Donc vous aviez Mougins, Antibes et Grasse. On leur passe le salut. Cette magnifique plaque jaune nous indique qu'il s'agit bien d'une première main. Et les premiers propriétaires de cette auto, c'était un couple d'Anglais qui avait une villa à Théoul au bord de la mer. Je vous laisse imaginer l'ambiance. Et cette 206, ils l'ont achetée neuve, donc ici en France. Mais ils l'utilisaient seulement pour leur déplacement sur la Côte d'Azur quand ils venaient en été. Donc je vous laisse imaginer le reste du temps, elle a toujours dormi en garage, très peu utilisée. C'est ça qui nous permet de dire qu'elle a ce kilométrage absurde, 18 592 km. C'est complètement fou. Et j'en profite pour vous montrer le porte-clés Peugeot Azur de l'époque, parfaitement période correcte. Et pour nous réfugier de la pluie, je vous propose d'aller regarder l'intérieur qui est resté tout aussi nickel que l'extérieur. Regardez-moi ça, c'est fantastique. Tout le cuir Roland Garros, bien sûr, c'est l'élément principal de la voiture. Regardez-moi le badge ici, incrusté dans le cuir. Donc là, vous avez des sièges qui sont comme neufs, même pas patinés. C'est ça qui est incroyable. Tout est
tout est resté comme à l'époque et surtout le volant. Regardez le volant comme il est beau. C'est pas un cuir brillant, c'est un cuir qui est mat. Et surtout, il y a une odeur de cuir Peugeot que je connais de la 307 aussi de mon ami Mathieu, qui est indescriptible. Alors on va commencer rapidement par la portière. Donc c'est là où la 206 pêche un petit peu puisque ça reste une voiture de grande série et qui du coup n'est pas très haut de gamme. Elle était assez décriée pour ses plastiques durs, donc là on les retrouve sur la porte. Mais vous avez quand même le cuir Roland Garros avec d'ailleurs des surpiqûres vertes qui vient rehausser un petit peu l'ambiance. Mais sinon la portière est très simple, hein. Une enceinte, un petit bac de porte et quand même la poignée en alu. Et l'autre élément que je trouve sympa, c'est ce seuil de porte badgé Peugeot en aluminium. Il y a eu quand même un effort, c'est vrai, pour distinguer un peu cette CC Roland Garros. Et vous noterez aussi les magnifiques tapis avec passepoil en cuir qui sont neufs, la moquette est neuve, enfin de toute façon vous le voyez, c'est nickel. Pédalier en aluminium et donc les deux pédales puisque c'est une auto. Bienvenue à bord de la 206cc, la moins kilométrée de la Côte d'Azur. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'habitacle en version Roland Garros est quand même pas mal plus chaleureux quand même que les 206 basiques. Alors nous avons ici sur la phase 2 un volant qui est modifié, donc c'est un volant plus moderne, un peu plus plat. Le gros lion ici, on a même des repose-pouces. Il fait un plutôt sportif, hein. Il donne une belle impression, c'est clair. Et ce cuir qui est toujours aussi beau. Alors sur les compteurs, on n'a pas de compteur à fond blanc. On aurait peut-être pu s'attendre à ça de la part d'une Roland Garros. Donc c'est des compteurs qui sont très simples, très lisibles. Il n'y a pas de superflu. C'est l'essentiel. Et cet écran à droite, c'est pour vous indiquer le mode de conduite de la boîte. Cette planche de bord, je pense que des centaines, des milliers d'entre vous, des millions de Français bien sûr la connaissent, puisque c'est repris à 100% de la berline 206. Alors quand même ici, on notera qu'on a une volonté de donner un effet un peu, je ne sais pas si c'est un peu titane ou métal un peu foncé. Bon, bien sûr, c'est du plastoc, hein, et tout est en plastique dur. Mais vous noterez quand même, par exemple, là, qu'il y a eu un effort, hein, sur ces aérateurs-là. On a un faux truc en alu au milieu qu'on n'a pas sur les 206 de base, que vous retrouvez là-bas. On a aussi également sur la boîte à gants, donc ça reprend ça comme toutes les 206, le thème de la sellerie. Ici, c'est du cuir, mais vous avez une poignée en métal. Voilà, il y a quelques éléments un petit peu plus sympas, mais pour le reste, ça reste une 206 haut de gamme. Donc, elle est équipée de l'autoradio CD Clarion avec 4 haut-parleurs et vous avez ici les commandes au volant et la platine de climatisation automatique qu'on a vu dans tellement de voitures de cette époque. Et alors la question que je me posais, c'était, je sais que sur cette platine de climatisation, il y a toujours eu la forme d'une 206, même d'ailleurs sur les Xara Picasso qui l'ont reçu. Et je voulais savoir s'ils avaient poussé le délire jusqu'à faire une forme de 206cc, mais non, malheureusement, c'est pas le cas. Et ça me permet de vous proposer de démarrer la voiture, hein. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le moteur il tourne rond. C'est incroyable, quoi. Ça fait neuf. Pour le reste, on retrouve donc sur celle-ci l'espace de rangement, le cendrier. Regardez le cendrier, franchement à l'intérieur, ça n'a jamais été utilisé. Et donc le levier de la boîte de vitesse automatique. Alors je ne connais pas la réputation de cette boîte, mais il ne me semble pas que ce soit la boîte la moins fiable du monde. Je sais qu'à l'époque, les Français n'étaient pas super forts en boîte auto. Mais enfin bon, de ce que j'ai pu voir pour l'instant, elle se comporte de manière assez douce. On va aller voir tout à l'heure. Et vous noterez ici que vous avez un mode visiblement un peu plus sport et un mode un peu plus neige. C'est intéressant. Je ne savais pas qu'on aurait pu avoir ça sur une Peugeot. Vous retrouvez ici donc les rétroviseurs électriques, vitres avant électriques, et en fait toutes les vitres sont électriques d'un coup, c'est-à-dire que vous n'avez qu'un seul bouton pour ouvrir les vitres avant et les mini custodes à l'arrière. Ça c'est intéressant, j'avais jamais vu ça dans une autre voiture. Et enfin ici le bouton pour actionner la capote avec un joli design, hein, qui reprend celui de la CC. Là pour le coup ils ont fait l'effort du détail. Démonstration. Voilà, on a le toit derrière qui s'ouvre. Et la magie du système Heuliez. Et là on est bon, on a entendu le bip, ça a pris un peu plus de 20 secondes, mais franchement c'est très rapide, hein. Enfin il n'y a pas de problème là-dessus. Et gardez en tête qu'on était en 2000.
En 2000, quand ça sort, certes, on l'a dit, c'était pas la première, mais aussi accessible financièrement d'avoir ce système-là, c'était merveilleux. Donc forcément, le succès est venu. Moi, je comprends. Et donc voici le coffre. Forcément, le volume est très réduit une fois que le toit est plié à l'intérieur. Mais bon, vous voyez, ça passe bien, le système est bien étudié. En fait, vous avez que cet espace en dessous du petit filet, donc on tombe à moins de 200 litres. Pour un coffre qui à la base était quand même à plus de 400 litres. Et écoutez, mis à part ces sièges magnifiques, c'est à peu près tout ce qu'on a dans l'habitacle de la 206cc Roland Garros. Donc il n'y a pas grand chose qui la distingue, mais ça reste de très bonne qualité. Vous avez ici le toit qui est absolument neuf. Et ça, vraiment, c'était la révolution à l'époque, puisque au lieu d'avoir une capote qui n'était pas très étanche ou quoi, vous aviez un bon toit en dur. Bon, l'ironie du sort, c'est que celui-ci était réputé pour avoir des petits problèmes d'étanchéité. Et là, c'est le seul truc manuel que vous avez à faire pour actionner le toit. Voilà, vous enlevez ces crochets-là et après tout se fait avec le bouton. Franchement, c'est pas beaucoup d'efforts qui sont demandés. À noter également, anecdote assez sympa, je trouve qu'il a existé des prototypes de 206cc, deux différents avec le toit en verre. Alors oui, malgré le fait que ce soit un cabriolet, on a voulu aller encore plus loin. Donc il y a eu une proposition Peugeot, une proposition Heuliez. L'une avait le toit fixe en verre et l'autre avait le toit carrément qui était ouvrant. Donc vous pouviez l'avoir en cabriolet, enfin en coupé du coup, fermé, mais si vous vouliez quand même l'ouvrir, c'était possible. Je trouve ça intéressant et malheureusement ça n'a jamais été proposé en série. L'autre élément qui fait sourire et qui peut-être, je ne sais pas si ça a entaché la carrière de la CC puisque visiblement elle s'est très bien vendue, c'est que les places arrière sont absolument ridicules. En fait, faut même pas imaginer mettre des gens là-dedans. Même si vous voyez, il y a eu le travail, il y a eu le cuir qui a été repris, c'est creusé, il y a le vert et le marron. Vous avez même au milieu, je ne sais pas trop ce que c'est cet élément, je pense que c'est une décoration. Enfin, il y a eu un travail de design clairement sur ces places arrière, mais elles sont franchement quasiment impraticables. Là, les sièges ils sont en position plutôt normale pour conduire. Et vous voyez que là, on ne peut pas mettre les jambes. Je ne vais pas m'amuser à y aller juste pour vous, désolé. Mais bon, c'est peut-être le seul point. Après, ça sert aussi à garder un format compact. Elle ne pouvait pas tout faire très bien, mais elle faisait quand même pas mal de choses réussies cette CC. Et sous le capot, voici le moteur le plus haut de gamme qui était disponible sur la 206cc. En fait, avec ce moteur, la 206cc se transforme en GT, en cabriolet parfait pour les vacances sur la Côte d'Azur. Admirez au passage l'état de la baie moteur, ça n'a même pas été spécialement nettoyé, c'est juste que ça n'a pas été utilisé quoi. Donc moteur 2 litres, position transversale bien entendu, 16 soupapes, 137 chevaux à 4100 tours minute et il développe 190 Nm de couple. Alors la voiture est bien sûr, du fait de la rigidification et du système de toit, plus lourde que la 206 de série et donc elle pèse ici 1 tonne 190. Donc je pense que c'était pas de trop d'avoir ce moteur et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'a pas reçu les moteurs plus petits à moins de 100 chevaux de la 206 normale. Elle est donnée pour environ 200 km/h en vitesse de pointe. Et le kilomètre départ arrêté, selon les sources que j'ai vues, c'est autour de 30 secondes et le 0 à 100 autour de 9-10 secondes. Et je pense qu'ici, avec la boîte automatique, c'est un petit peu plus lent. Quoi qu'il en soit, on va aller tester ce que ça donne sur la route. Et nous voici à bord de la petite 206cc capsule temporelle. Et je peux vous dire qu'instantanément, mais vraiment instantanément, on sent que c'est une voiture qui est neuve. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que toutes je sais pas, les sensations dans la façon dont on sent le volant dans les mains, la façon dont les crans de la portière, les pédales réagissent, même le bruit du clignotant. Enfin, je sais pas, tout fait propre, comme c'est censé réagir à l'origine. La suspension, pareil, il n'y a aucun bruit de mobilier. Et alors, je sais pas si vous entendez, le moteur, il est plutôt discret, franchement. Et la boîte, moi, je m'attendais à quelque chose d'assez poussif. Enfin, là, pour l'instant, pour un environnement plutôt urbain comme ça, où il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de demandes sur la boîte, écoutez, elle se fait vraiment oublier. Niveau confort, on sent quand même que le châssis est assez rigide, peut-être rigidifié. Je ne sais pas si au niveau des trains roulants, ils ont repris ceux de la S16 ou bien si c'est des trains roulants de 206 classiques, mais en tout cas, avec le gros moteur, il y a dû quand même avoir une évolution par rapport à une 206 de base. Et c'est vrai qu'on sent le châssis assez rigide, mais la voiture reste assez confortable néanmoins. D'autant plus qu'on est bien installé dans les sièges qui sont un peu baquets. Alors pareil, je ne sais pas si ces sièges Roland Garros là sont plus creusés que sur une 206 de base. Je pense que oui, mais franchement ils sont très confortables. L'appui lombaire
notamment est très 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 agréable. Et puis sur les côtés, ils vous prennent parfaitement le dos. Et alors se sentir dans un cuir état neuf, c'est quelque chose. La question que je me posais, j'avoue, j'ai pas révisé. Je ne sais pas si le toit peut s'ouvrir en roulant sous une certaine vitesse. De ce que j'ai lu, j'ai pas l'impression que oui. En tout cas, ici, on peut assez oublier, je trouve, qu'on est dans un cabriolet, dans un coupé cabriolet. Là, le toit en dur fait bien son travail. Il n'y a aucun bruit d'air particulier. J'ai pu le lire dans certains essais qu'il y avait un peu un problème, qu'on entendait parfois des bruits comme ça. Mais là, peut-être que le fait que la voiture soit complètement neuve, complètement nickel, ça fait qu'on n'entend rien. Mais honnêtement, on est super bien là, super bien installé à l'intérieur. Un point que je trouve assez intéressant, c'est la direction. Je la trouve plutôt lourde. Alors je ne sais pas si sur les 206 Phase 2, elle était peut-être électrique, mais ça me paraît trop ancien quand même. Mais je ne sais pas, on sent qu'elle résiste quand même pas mal, sans être non plus ultra communicative. Mais il y a quand même ce côté assez plaisant, je trouve, d'une direction qui n'est pas trop, qui n'est pas surassistée. Typiquement, là, je suis venu à l'essai avec ma Twingo, qui n'a pas la direction assistée, mais quand on est sur la route, la légèreté de la Twingo fait qu'on a l'impression que la direction est très, presque lâche, quoi. Et ici, c'est pas le cas. Vraiment, cette 206 là, elle a une direction qui est ferme. Je trouve ça plutôt agréable. Et le freinage aussi est très bon. Là, on a un exemple tout de suite. On s'arrête en plein milieu de la route. À la mini accélération comme ça, on sent que la boîte elle réagit quand même un peu à l'ancienne. Mais on va aller prendre une portion de voie rapide pour illustrer le côté plus GT de cette 206. Bon, clairement, je pense que la boîte n'aide pas du tout à mettre en valeur les 138 chevaux de la voiture. Parce que finalement, 138 chevaux pour une tonne 2, c'est un rapport poids-puissance qui est encore mieux que celui de ma 406 qui a 135 chevaux pour une tonne 3 à peu près. Mais là clairement avec la boîte, elle réagit pas du tout, même pour doubler, voyons. Alors il y a du couple, hein, ça repart. C'est clair que ça repart. Mais bon, c'est rien d'affolant. Hein. Je pense qu'une 206 S16 avec le même moteur en boîte manuelle, ça doit être une différence totale. Et là par contre vous voyez, en vitesse plus haute, on a l'impression, on entend des bruits d'air, on a l'impression que la voiture n'est pas totalement fermée comme une berline normale. Là pour le coup, il y a le côté un peu cabriolet qu'on retrouve. Autre point avec cette lunette bombée de la voiture, j'ai une très bonne visibilité. Bien que le rétro soit petit au milieu, je ne sais pas si c'est vraiment zoomé ou si c'est ce qu'on voit normalement, ça m'a l'air quand même un peu zoomé, mais on voit super bien. Les rétroviseurs iconiques 206, ils sont petits, mais ils permettent quand même de bien voir. Et après, les montants de pare-brise sont quand même un peu larges. Je pense qu'ils sont plus larges que ceux de la 206 normale pour pouvoir intégrer des renforts. Mais au global, on se sent super bien. Et surtout, le fait de ne pas avoir de montant latéral, puisque c'est 4 vitres qui descendent ensemble, là pour le coup, ça joue aussi beaucoup dans la visibilité. Vous l'aurez compris, l'objectif, c'est de rouler en conduite coolée en fait. C'est vraiment une mini GT cette voiture. Il faut dire que Peugeot à l'époque, je pense qu'ils ont réussi une belle formule finalement, puisque proposer une mini GT à un tarif plutôt raisonnable, en tout cas pour ce qu'elle proposait, à savoir le toit qui en un clin d'œil vous permet de passer cabriolet en 2000 sans concurrent et dans des versions assez chic qui vont parfaitement à la 206 cc. Cette Roland Garros, je pense qu'une 206 cc c'est indispensable en fait en Roland Garros. En tout cas pour moi maintenant, je pense que je suis convaincu. Je ne la verrai pas dans une déclinaison plus sportive avec des sèches-tissus. Je pense que ça lui va parfaitement d'être comme ça. Et bien sûr c'est bonifié ici par le fait que la voiture soit absolument préservée comme en 2003 quoi. Pour l'anecdote, sachez qu'il a existé pas mal de versions spéciales de la 206 cc. Et sur le site Génération 206, j'ai vu une image d'une version RC, les baquets de la RC, mais qui a quand même le moteur 1,6 litre. Et sachez aussi que cette voiture a été engagée en piste. C'est-à-dire que le toit a été rendu fixe, donc comme sur les 307 cc de rallye, ou bien sur les SL65 Black Series qui avaient le toit cabriolet devenu fixe. Et donc celle-ci avec le moteur de la 206 RC 180 chevaux, elle a été engagée en piste. C'est assez intéressant d'utiliser comme base une 206
CC plutôt qu'une 206 berline. Bref, c'est une voiture qui est très attachante, que je trouve très réussie niveau design. Peut-être qu'elle aurait un peu plus de peps, je sais pas, avec son petit 1,6 litre 110 en boîte manuelle, je sais pas, à voir. Mais en tout cas, c'est une belle expérience GT dans une auto qui est confortable et super moderne pour son époque, surtout lorsqu'elle est préservée comme celle-ci. Pour conclure, merci encore à Philippe de Sud Autoprofil pour son temps aujourd'hui. Désolé pour la vidéo pluvieuse, pour un cabriolet c'est un peu pas de chance, mais j'espère néanmoins qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo, à me laisser un petit like et puis à vous abonner pour soutenir mon travail. Et si vous voulez que je filme votre Youngtimer, eh bien vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou bien un email à l'adresse qui s'affiche et on peut arranger ça. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.